Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres de l'année 2021. Également dans l'actualité de ce 15 heures, plus de 14 milliards de dollars pour le projet de la Grande Muraille verte de l'Afrique. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 janvier 2021. C'est inscrite à l'ordre du jour 4 questions. Première question concerne un projet de loi remplaçant la loi numéro 42 de l'année 1999, 4e législature, portant création d'un établissement public dénommé Radio-Télévision de Djibouti, le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a entrepris des réformes en profondeur du secteur de la communication, notamment le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite et électronique, à l'avènement de l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet de loi remplaçant la loi numéro 42 portant création de langue de la RTD. Ce projet de loi a pour objectif de corriger la forme juridique de l'établissement en l'adaptant au cadre légal fixé par la loi numéro 56 de l'année 2019, 8e législature, portant régime juridique des entreprises publiques. Ce changement de nature juridique de la RTD est indispensable pour entamer le processus de réajustement du décret portant statut et fonctionnement de la RTD. La deuxième question concerne un projet de décret définissant la fonction de conseiller pédagogique, les modalités d'accès, les missions et les indemnités afférentes à ce corps de métier. Dans le cadre de la transformation du système éducatif djiboutien, pour le rendre plus performant et plus efficace, les conseillers pédagogiques font partie des plus anciens parmi le personnel pédagogique et ont été sélectionnés parmi les meilleurs enseignants. Le fait qu'ils soient les principaux collaborateurs des inspecteurs de l'éducation nationale, ils sont polyvalents et contribuent à l'amélioration des enseignements, apprentissage, la valorisation des innovations pédagogiques et l'intégration d'éthique. La formation continue des enseignants, notamment la formation de proximité, la préparation et la mise en œuvre des examens et concours, sujets, supervision, correction, plus le jury. L'élaboration, la conception, la validation, l'expérimentation des curricula et des outils de suivi. Ce projet de décret vise à redéfinir et à adopter la fonction de conseiller pédagogique aux exigences de la transformation du système éducatif amorcée par le MENEFOP, mais aussi à garantir l'égalité et l'équité entre les conseillers pédagogiques des 3 ordres d'enseignement. En fixant les missions, les modalités d'accès et les indemnités, ce projet de texte vise également à la revalorisation d'un maillon important de la chaîne pédagogique, qui est le conseiller pédagogique, dont les missions sont axées sur l'amélioration des enseignements-apprentissages, car le cœur de métier du conseiller pédagogique est d'encadrer les enseignants et de les accompagner dans leur développement professionnel. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement sur les 2 questions restantes. La troisième question est relative à un projet de décret portant attribution d'un nom au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Il s'agit du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, CFEE-CF, du lycée de Gabot et celui de Balbala. Avec cette initiative, le MENEFOP souhaite rendre hommage aux pionniers de l'éducation qui ont inspiré et formé les premières générations du pays. Elle vise également à permettre aux jeunes générations de s'identifier à ces personnalités historiques qui ont marqué l'histoire de l'éducation. En outre,
Ces attributions des noms à ces centres et établissements scolaires cherchent à refléter la mémoire de l'évolution de l'éducation et à marquer l'autonomie du système éducatif postcolonial. Ce centre de formation professionnelle, enseignement fondamental, sera désormais appelé Centre de formation professionnelle des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh. Omar Guelleh est un père notable qui est né en 1909 à Djibouti et en 1922, pour la première fois de l'histoire, une école laïque publique ouvre ses portes à Djibouti destinées aux enfants européens. Celui-ci alors fait partie de la première flopée d'enfants autochtones qui bénéficieront de l'opportunité d'accéder à l'instruction primaire. En 1927, titulaire d'un certificat d'études primaires, le jeune Omar Guelleh devient ainsi le premier élève maître de l'histoire de l'école djiboutienne. Au cours de la première année scolaire, le pionnier des pédagogues djiboutiens donne pleine satisfaction. Il fait un début de carrière prometteur dans l'enseignement, mais comme un appel du destin, la trajectoire de sa vie change de cap. C'est ainsi qu'un jour du 26 octobre 1927, un nouvel horizon s'ouvre devant lui, nommé en qualité de commis auxiliaire. Il est affecté au cabinet du gouverneur. Une nouvelle carrière dans l'administration commence pour notre jeune prodige de l'école publique. La quatrième question concerne également un décret attribuant des noms à des établissements scolaires et secondaires. Le lycée actuellement nommé lycée de Gabod portera désormais et officiellement le nom de lycée Jama Youssouf dit Jama Maître. Le lycée actuellement nommé lycée de Balbala porte désormais officiellement le nom de lycée Ahmed Farah Ali. Ces deux personnalités djiboutiennes ont marqué le système éducatif djiboutien par leur dévouement, par le fait qu'ils ont éduqué, formé, encadré des générations entières de Djiboutiens, et la République reconnaissante leur rend hommage en appelant ces lycées par leur nom. En bref et sans image, avec cette information qui nous provient de la présidence, Djibouti classé en tête des pays d'Afrique promis à enregistrer une croissance économique pour l'année 2021. La formation est publiée par l'agence Ecofin spécialisée en économie qui cite un récent classement établi par la Banque mondiale, précisément un top de 10 de cette dernière sur l'aptitude des économies africaines à la croissance. Selon les commentaires fournis par la Banque mondiale, Djibouti doit les projections économiques positives auxquelles il est pressenti pour l'année 2021 à la gestion de succès qu'il sut opposer aux conséquences hautement dommageables du Covid-19 apparu en 2020 pour le développement et la croissance. Djibouti devrait être le champion de la croissance sur le continent 2021 avec 7,1%, est-il indiqué en substance dans le rapport publié par la Banque mondiale. Il sera à la tête d'une poignée du pays du continent qui devrait enregistrer un rebond d'activité économique assez soutenu au cours de cette année 2021, est-il également affirmé dans le même document. L'information de la Banque mondiale classant Djibouti en tête des États africains devant nouer avec une croissance en 2021 à valeur indéniable dommage international rendu à notre pays en matière de leadership mis donc en place dans la lutte et l'atténuation des répercussions multiformes, notamment sanitaires, sociales, économiques et financières du Covid-19. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui le sénateur français Damien Régnard. Cette visite s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France en République de Djibouti, Arnaud Guillois, du premier conseiller de l'ambassade, du directeur du cabinet du président de l'Assemblée. Les discussions ont porté sur la coopération parlementaire, les relations entre les deux nations ainsi que la situation qui prévaut actuellement dans la région. Durant l'entretien, le président de l'Assemblée nationale a d'abord remercié son hôte pour la visite de courtoisie en cette période de pandémie mondiale. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a souligné que la meilleure stratégie pour consolider le lien entre les deux pays est de favoriser les échanges entre les élus du peuple. Pour ce faire, il est crucial de multiplier les échanges d'expériences et les rencontres entre les groupes d'amitié.
la première dame de la Somalie en visite à Djibouti. L'épouse du chef de l'État somalien, Madame Zeynab Abdi Ma'aline, a visité ce matin le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. La visite de Mme Zeynab Abdi Ma'aline à Djibouti s'inscrit dans le droit fil des séjours et missions que les responsables et personnalités les plus en vue de Djibouti et de Somalie entreprennent réciproquement dans le deux pays en vue du raffermissement des liens à privilégier exceptionnels tissés par le fil de l'histoire, de la proximité géographique, linguistique, culturelle entre les deux nations. À son arrivée, la première dame somalienne, Madame Zeynab Abdi Ma'aline, a été accueillie par la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa Abdi, et de la vice-présidente de l'UNFD, Madame Hasna Hamad Bilil. Dans une ambiance festive, Mme Zeynab Abdi Ma'aline a visité les différents stands érigés à son arrivée à l'UNFD, à savoir la maison de couture de l'UNFD, la cuisine, tous dédiés aux formations des jeunes filles djiboutiennes. La cellule d'écoute également a été visitée par la première dame somalienne, Mme Zeynab Abdi Ma'aline. Aussitôt arrivée à la salle, à l'UNFD, Mme Zeynab Abdi Ma'aline, première dame de l'État voisin somalien, a réuni plusieurs personnalités dans la salle de réunion de l'UNFD, les membres du gouvernement djiboutien, les femmes parlementaires étaient également présentes dans cette salle. Un reportage également retraçant l'historique et l'évolution du centre pouponnière d'Ariel qui a vu le jour à l'initiative de la première dame djiboutienne, Mme Khadra Mahamoud Haïd, a été projeté. علو النبيرات كسوع لسي إسماعيل عمرقي إسماعيل عمرقي لعان لغوي L'ambiance de cette journée a été mise par Mme Fatouma Nakrouma, célèbre chanteuse somalienne du groupe Wabari.
Également dans l'actualité de ce 15h, dans le cadre de la mise en place du futur musée national de Djibouti, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf Moumen Hassan Barre, s'est entretenu avec les responsables de l'entreprise China First pour finaliser le projet de rénovation de ce bâtiment. Au cours de l'entretien, le ministre a souligné l'importance de ce projet dans l'optique de la préservation de l'identité culturelle djiboutienne qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de son département, et sur instruction du président de la République, Ismaël Marguerite. Le ministre Moumen Hassan Barre a souligné que ce musée va sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et historique de notre pays, tout en créant une structure culturelle de nature à renforcer le tourisme de notre pays. Le ministre a rappelé que le bâtiment de la gare reflète toutes les richesses architecturales de la période du 19e siècle et constitue un pan de l'histoire de la création de la ville de Djibouti ainsi que de son essor économique d'antan. Dans l'espoir que la mission de médiation mandatée par l'IGAD concernant le litige opposant les deux pays voisins, la Somalie et le Kenya, serve de prélude à une nouvelle ère vers la réalisation d'une paix durable et d'un développement inclusif pour la région. Et bien évidemment, comme prévu après leur passage en Somalie, la délégation diplomatique et militaire djiboutienne a atterri hier en début de soirée à l'aéroport international de Jomo Kenyatta au Kenya. Cette délégation de haut niveau est composée essentiellement de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Kenya, Yassine El-Mibouh, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Adan Hassan Adan, le général Ousmane Nour Soubagli, le général Ali Mohamed Taher Ali Adan, le colonel Mohamed Barkhad, le commandant Hussein Idriss ainsi qu'un représentant de l'IGAD. Toujours dans ses efforts inlassables à la résolution des litiges par la voie du dialogue entre la Somalie et le Kenya, la délégation diplomatique et militaire djiboutienne a été reçue en début de matinée par les hauts responsables civils et militaires du Kenya. La rencontre qui a eu lieu au Centre international pour la promotion de la paix et de la stabilité s'est déroulée dans un climat favorable. Le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Rachel Omamo, le ministre de la Défense du Kenya, Monica Juma, le commandant des forces armées du Kenya, Robert Kiboshi, ainsi que l'ensemble de la délégation du Kenya se sont réjouis des efforts inlassables déployés par la République de Djibouti dans le cadre de ce litige entre la Somalie et le Kenya. Retour à Djibouti avec cette visite d'une délégation de l'Institut des hautes études de défense nationale au port polyvalent de Dorali. À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par les hauts cadres du port, notamment le directeur général Jama Ibrahim Darar, composé essentiellement des membres de la session Enjeux et stratégie maritime. La délégation conduite par l'amiral Balin est arrivée à Djibouti dans le cadre d'une mission globale pour approfondir les connaissances sur les capacités des infrastructures portuaires de notre pays. L'une des missions de cette session est de mener tout type d'études sur le marché de la mer en tenant compte des enjeux liés à l'environnement, à la politique, à la stratégie, à l'organisationnel, l'économie sociétale des secteurs concernés afin de valider ou de faire évoluer la stratégie de l'entreprise. Une vraie ambition avec un positionnement qui est fort intéressant dans le cadre du développement des activités à l'international. Et aujourd'hui, l'ensemble de ce que vous mettez en place au sein du port vous permettra, je l'espère, de développer votre activité économique. Cette visite à Djibouti de l'Institut des hautes études de défense nationale est une visite qui se fait tous les ans
car vous savez à quel point nos deux pays sont liés depuis des siècles. Et donc, pour nous, c'est toujours très important de venir à Djibouti pour montrer aux auditeurs l'importance stratégique de Djibouti. Pour moi, c'est extraordinaire de voir ce développement, ce dynamisme de Djibouti, et en particulier le dynamisme du port. Et tout le monde sait très bien que le port est au cœur des enjeux maritimes. Au cœur des enjeux maritimes, vous avez les ports, évidemment, et on voit que vous êtes parfaitement ici à Djibouti dans cette dynamique des enjeux maritimes, du développement du port. Et moi, j'avoue qu'ayant été là en 1977, quand je vois ce que je vois aujourd'hui, je ne peux faire preuve que d'admiration vis-à-vis de tout ce que vous faites. Écoutons à présent le directeur général du port multipurpose de Doralé, M. Jama Ibrahim Drar. waftiga noo yimaanta oo ka kooban ciidan iyo civilba oo ku shaqaale mataqaanaa arrimaha badaha iyo boorarka halkan waxay noogu yimaadeen uu hor socdo Port and Free Zone Authority-gu halkan waxay u yimaadeen bal inay wax arkaan présentation yaan u sameeyay. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, la grande muraille verte reçoit plus de 14 milliards de dollars pour reverdir le Sahel. Des nouveaux financements à hauteur de 14 milliards de dollars ont été alloués hier à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Le financement donnera l'impulsion nécessaire à la restauration des terres dégradées, à la sauvegarde de la diversité biologique, à la création d'emplois verts et au renforcement de la résilience des communautés sahéliennes. Le président français Emmanuel Macron a fait cette annonce lors du One Planet Summit pour la biodiversité organisé conjointement par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale. Concernant la pandémie du Covid-19, face aux variants britanniques, les restrictions se renforcent. L'Allemagne a passé le cap de 40 000 morts liés au Covid-19 et à la phase plus dure est à venir, a prévu la chancelière Angela Merkel, alors que 80% de lits de réanimation sont occupés et que les effets des fêtes de fin d'année ne se font pas encore totalement sentir. Pour préserver le système de santé, plusieurs Länder ont renforcé les mesures de restriction. En plus de fermeture des écoles et des commerces non essentiels, les rassemblements privés sont limités à un ménage, plus une personne, et les déplacements possibles jusqu'à 15 km autour du domicile dans les zones où le taux d'incidence est élevé. Enfin, l'Italie, qui s'était confinée pour les fêtes, impose un couvre-feu de 10 heures. La péninsule enregistre toujours près de 20 000 nouvelles contaminations quotidiennes. 5 régions, dont la Lombardie et la Calabre, sont particulièrement touchées. Voilà pour l'essentiel de ce 15 heures. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.